Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo Star Wars Shatterpoint et la première dans un nouveau format puisqu'on va se lancer dans des podcasts et pour une première fois on est tous les deux réunis dans une même pièce, donc on va parler tous les deux ensemble et on va échanger sur plein de sujets qu'on a préparés en amont. Donc bonjour à tous, c'est Florent avec Cédric. Ok. Donc on va parler de plein de sujets comme j'ai dit et le premier c'est, parce que j'avais préparé plein de thèmes à l'avance. Depuis la préparation de ces thèmes, le jeu il a évolué, il y a eu plusieurs boîtes qui sont sorties. Donc j'ai un petit peu changé tout ça. Et la première question qui vient, donc c'est que les questions que je vais te poser, monsieur. Attends, vas-y. Donc quel personnage tu vois comme des électrons libres qui vont pas forcément s'inclure dans des teams, qui peuvent s'inclure dans des teams, mais qui peuvent aussi s'en détacher et qui peuvent marcher tout seuls, selon toi? Typiquement, je pense forcément à comment ça s'appelle, à Jango Fett, qui peut se suffire à lui-même un petit peu en allant à droite, à gauche, en s'activant, en empêchant un petit peu les autres, en empêchant les autres un petit peu de s'activer, ou en tout cas en les embêtant avec sa réaction au début. Après, attention à pas trop le laisser seul non plus, parce qu'on l'a vu dans un tournoi qu'on a fait récemment où un adversaire a avancé son Jango Fett trop rapidement. Or, je contextualise un petit peu, dans ce tournoi je joue une team séparatiste avec du Dooku, du Grievous, etc. On connaît le potentiel destructeur du Grievous qui en plus se fait suivre par un potentiel Vanguard, et le Jango Fett typiquement de toute la game. Après le positionnement il joue, mais il s'est fait découper. Après je vois bien en secondaire le Obi-Wan de la boîte spéciale Obi-Wan Vador du May the Force be with you, puisque il est vraiment sympa, il peut s'inclure un petit peu partout. Il n'a pas forcément besoin de comboter avec avec les mots-clés pour pouvoir faire sa capacité principale qui reste celle d'annuler une attaque. Donc je trouve que l'Obi-Wan il est plutôt sympathique. Après je dirais aussi Aura Singh. Alors pas au sens électron libre où elle se suffit à elle-même, mais plutôt ultra polyvalente, puisqu'elle peut copier les mots de faction des différentes unités pour pouvoir comboter possiblement avec eux. Donc je dirais dans ces trois-là, Django, Aura et le Obi-Wan de la boîte Vador Obi-Wan, que je trouve plutôt intéressant. Je réagis au Django Fett, peut-être que je l'afficherai dans la vidéo. Tu dis qu'il est fragile, il a quand même 9 points de vie pour un perso secondaire, je pense que c'est au-dessus de la moyenne, je pense. Je dis pas qu'il est fragile, je dis qu'il faut faire attention à pas non plus le laisser trop seul. Et en défense, il est sympa. En défense, si tu regardes bien sa carte. Oui, non, bien sûr. Même en maîtrise. Il a des bonnes défenses, mais bon, si on envoie un Vador, un Anakin ou mine de rien les plus gros damage dealers, il a beau être sympa, ça envoie du steak. Quand tu vois qu'avec un Grievous, tu peux le tuer en littéralement avec 5 touches. Ou alors tu fais 3 touches et derrière il faut pas oublier qu'il y a le Mania Garde qui suit quoi. Est-ce que selon toi, genre un Maul, tu peux le caler dans toutes les teams? Genre imagine tu fais une team clone, t'as tout qui est clone sauf un de tes deux personnages principaux et t'as Maul qui s'introduit dedans. Est-ce que tu penses que Maul c'est un perso électron libre? Je sais pas, je dirais oui, parce qu'en fait il n'a pas besoin de forcément comboter avec les Datomiriens, les scélérats, quoi, issus de l'ombre. Il n'a rien qui dit si un tel personnage fait ceci. Oui, je pense que c'est possible. Par exemple, on pourrait très bien imaginer avec Luminara qui sert à le soigner, à faire la bonne gestion les PV perdus, des attaques qu'on rajoute, etc. pour qu'il ait quand même un potentiel d'attaque intéressant, mais qu'il ne soit pas non plus trop proche de la mort. Il nécessite pas, il n'a pas des capacités qui disent si un tel est ici, par exemple un scélérat est ici, il peut faire ça. Il n'a pas ça, donc oui, il peut s'inclure un peu partout. Après, il a quand même le slot du personnage principal, et dans ces personnages principaux, tu vas souvent mettre ceux qui font que justement ta team elle a une certaine synergie. Donc il y a à voir. J'avoue qu'à part dans des teams, après avec les Minara, je vois bien avec forcément la Mertaldine, etc. Mais je vois pas non plus avec 5 milliards de possibilités. Dans une team clone, je verrais plutôt quelqu'un d'autre que moi. Quelqu'un qui fait que les clones marchent, par exemple, typiquement Obi-Wan qui est juste monstrueux. Oui, c'est sûr, avec le pouvoir. Est-ce que parmi tous ceux que tu as cités, tu les, en tirant ton expérience, hors moi, parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup tous les deux, mais avec les autres gens, les autres personnes avec qui tu as joué, est-ce que tu as beaucoup joué ces persos électrons libres? Est-ce que je les vois beaucoup jouer? Ouais. Genre, le problème c'est que premier que t'as dit c'est les parties, je pense qu'à force on a dû bien, je sais pas, on n'est pas encore à la cinquantaine, on a bien fait une trentaine de games entre les tournois, les parties d'entraînement et tout.
Mais bon, entre nous deux, on essaye un peu tout, donc c'est compliqué. Mais au tournoi qu'on a fait, et puis les rencontres que j'avais fait au début, non. Enfin, j'ai vu Django au tournoi, donc c'est traître, mais au Racing. En fait, si, oui et non. Enfin, j'ai pas fait 50 tournois, donc c'est dur de faire une moyenne. Mais j'ai vu Django, j'ai vu au Racing parce que le tournoi s'est fait après que la boîte soit sortie, donc les gens voulaient la jouer. C'est pas les teams qui sont sortis premières. C'est pas les j'ai vu au Racing, les gens ils se plaignent que, à part avec Calbané, que tu peux l'intégrer facilement dans il a 9 points d'équipe, Calbané. Sinon, apparemment, c'est impossible à caler, les gens disent de manière générale, parce qu'elle est trop fragile. Ils disent que au Racing est trop fragile, donc elle vaut pas ses 5 points. Donc, elle est critiquée en tant que personnage électron libre. Oui, elle est fragile, oui, on peut le contraire. Enfin, elle a 5 points pour 8 de vie, c'est pas non plus énorme. Après, on sait qu'elle peut mettre quand même certains dégâts, elle a des choses qui sont intéressantes. Après, les dégâts sont quand même relatifs parce que on voit quand on regarde son arbre que pour 6 touches, elle en met, elle met 5, 7 dégâts. 8 dégâts, pardon. Donc c'est correct, mais... Après, elle a la capacité qui permet d'attaquer deux cibles. Non, oui, bien sûr. Donc, si la situation le permet, elle est redoutable. 6 touches quand on n'en lance que 7, et qu'en moyenne, en face, les gens ont, on va dire, 5-6 de défense. Allez, 4. Ça me paraît, c'est compliqué quand même de faire son plein potentiel. Je sais pas, j'avoue que je la vois pas assez, j'ai pas assez d'expérience contre pour juger de son utilité. Et est-ce que les inquisiteurs, selon toi, ils peuvent être... Alors pas le grand inquisiteur, parce que lui il va booster d'autres inquisiteurs, donc forcément on ne mettra jamais seul. Mais est-ce que tu verrais bien Reva ou le 5e frère ou l'autre sœur en électron libre, tout seul dans une team qui vient compléter une team que tu as pensé Ouais, le grand inquisiteur, non. Peut-être que les 5e frères, faudrait que je regarde la carte avec plus d'attention, mais pourquoi pas. Ce qui est bien avec le 5e frère et l'autre sœur, alors je ne sais plus laquelle c'est, le nom. La 3e sœur, forcément, tu perds pas spécialement sa capacité sonner la chasse, puisque faire rush un personnage ou effectuer une attaque à 5D, quoi que si tu la perds, parce que c'est forcément sur un soutien. Tu la feras pas. S'ils n'ont pas, tu la feras pas. Mais bon, tu as quand même le saut de la force qui est intéressant. Après, la 4e sœur et le 5e frère, ils n'ont pas forcément besoin ils ont le pouvoir de contester dans l'objectif. À part leur affaiblir, bien sûr. Leur affaiblir, c'est... oui, bon, ça, c'est de la synergie. C'est comme la synergie, tu la perds, mais c'est pas non plus le gros point fort de leur unité. Si, tu peux jouer le 5e frère, pourquoi pas, parce qu'il a quand même ce truc où, en tant que... comment ça s'appelle ? Il a, comme la 4e sœur, quand il est en égalité sur un objectif, c'est lui qui va remporter l'objectif pour l'égalité. Ouais. Par exemple, je dis une bêtise, mais vous avez Grevous en face, vous avez le 5e frère, bon, paix à l'âme du 5e frère parce qu'il n'a pas duré longtemps, mais c'est le 5e frère qui va remporter l'objectif. Mais il a aussi, par rapport à la 4e sœur, il a cet avantage d'avoir protection et inébranlable. Donc je dirais que le 5e frère est plus intéressant que la 4e sœur sur ce point de vue-là. Enfin, tanky, il a un point de vue, oui, il a protection, mais il est plus intéressant que la 4e sœur intégrée de manière générale. Après, voilà, je me base sur mon expérience perso, les retours que moi je vois, mais j'ai pas assez de données pour voir. Ça se trouve en tournoi, vous allez me dire que la 4e sœur, en fait, elle est 1000 fois plus forte que le 5e frère. Après, elle a de ses pouvoirs. Si tu regardes bien les dés en défense, le 5e frère il a plus de dés en corps à corps, alors que c'est l'inverse avec la ouais, bien sûr. Après, elle peut être plus distance et. Il faut prendre en compte que c'est des passages de soutien, donc forcément vous en mettez qu'un. Oui. Là où tous les autres, il y en a deux. Moi, par exemple, je vois mes 2 droïdes, les 2 B2, même si en soi, le 5e frère, ils sont un peu plus forts, hein, mais je préfère avoir 2 personnages. Parce que certes, 2 personnages, ça veut dire qu'on peut cibler plus facilement l'unité et leur faire plus facilement de dégâts. Ça veut dire que quand vous attaquez et que l'ennemi est à portée de vos 2 personnages, vous faites 2 fois l'attaque. Donc c'est super fort dans le sens où il y a 2 fois le G, l'adversaire il peut prendre votre tarif. Et en plus, du coup, à 2, vous pouvez aussi splitter vos attaques. Chose qui est ultra intéressante parce que vous pouvez attaquer une unité, et attaquer une autre. Enfin, moi, j'avoue que je trouve qu'ils sont peut-être pas assez forts pour justifier le fait qu'ils soient seuls dans une escouade de soutien. Ok, ça s'entend. Allez, prochain point du podcast.
Je sais pas s'il va être très long celui-là, parce que c'était peut-être au tout début. Maintenant que ça c'est s'est un premier étoffé. podcast, donc on essaie de voir aussi la formule. Ouais. Mais voilà, comme je dis, vu qu'il y a eu plein de boîtes depuis, je sais pas si ça s'y prête vraiment. C'était se demander si les Mandaloriens c'était méta. En fait, ce qui est particulier, c'est que vu que les Mandaloriens, c'est les premières boîtes à être jouées, les gens ont plus tendance à tester la nouveauté. Et les Mandaloriens, le peu que j'ai vu, c'est fort. C'est pas mauvais du tout, hein, même. Ça synergise bien, ça va un peu tout. Mais j'ai pas vu de team full Mandalorien. C'est soit vous avez l'escouade de Bo-Katan, soit vous avez l'escouade de Gar Saxon. Mais pour l'avoir vu au tournoi, c'est pas mal, ça se défend, c'est sympa. Ça permet d'accélérer le jeu, puisque quand il y a le déplacement, je sais plus dans quel ordre c'est, mais quand vous jumpez, que vous activez une action de déplacement. Vous avez le focus, et le focus vous donne tir de l'élite ou autre, donc c'est bien, ça accélère vachement votre phase offensive, et ça permet, mine de rien, d'aller facilement choper des objectifs en hauteur. Or, nous, pour les tournois qu'on a fait, il y avait de la hauteur, mais il n'y avait pas non plus beaucoup de hauteur. La partie où il y avait le plus d'objectifs en hauteur, je crois qu'il y en avait 3. Ou peut-être 4, mais même je crois que c'était 3 objectifs et du coup les 3 sont jamais activés en même temps, c'était 1 ou 2 objectifs, donc par contre sur une map où il y a quasiment tout qui est en hauteur, forcément je pense que c'est largement plus avantageux qu'une team droïde. Je parle de la team droïde parce que c'est celle que je joue le plus, mais la méta, c'est facile à dire. Faudrait voir sur un gros tournoi. C'est facile d'accès parce qu'ils synergisent facilement, c'est pas trop de conditions, mais en même temps c'est vachement tricky parce qu'il faut bien gérer les déplacements et tout. Toi qui joues les séparatistes qui calculent tout le temps les distances, je joue les Mandaloriens qui est aussi en train de calculer si lui il va finir à telle distance à la fin de son déplacement pour sauter, c'est quand même tricky. C'est pas non plus destiné aux gens qui jouent jamais. Après je pense que les Mandaloriens, il y a sûrement des gens qui les jouent jamais par l'attrait qu'a apporté la série The Mandalorian et tout ce qui est l'aspect visuel autour, et l'aspect que mine de rien ils sont en armure, ça claque. Depuis que Jango Fett, on l'a vu dans l'épisode 2, tout le monde kiffe bien les Mandaloriens, on va pas se mentir. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les ont joués, et puis comme j'ai dit, boîte de base, donc forcément t'apprends un peu les règles avec ça. Mais méta, je sais pas. En fait, quand tu vois qu'il y a quand même des teams qui sortent vraiment du lot, il y a la team avec Mace Windu, Falcon, qui est vraiment très 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 dur à défendre, parce qu'en attaque il y a un potentiel de fou. La team séparatiste qui performe au possible. On a les Datomiriens qui commencent à apparaître dans certains tournois et que ça commence à bien tourner, parce que les gens ont bien compris la manière de jouer, le Savage, etc. Et donc c'est dur de se faire une place pour eux. Mais après, on sait que le Mandalorien Din Djarin va sortir. Je pense que dans toute logique, il devrait y avoir forcément une boîte un jour avec des Mandaloriens un peu chasseurs de primes qu'on voit dans la série. Et quand on aura un peu plus de base avec écrit le mot-clé Mandalorien, je pense que ce sera beaucoup plus facile de les faire synergiser. Je pense que oui, c'est pas hors méta, c'est pas non plus dans le top méta. Je sais pas si il n'y a pas forcément de tiers à faire, mais si on devait faire un tiers, je ne mettrais pas en tiers S, enfin le meilleur tiers. Mais je pense que c'est plus tard. Je pense que c'est une faction qui viendra, qui aura une belle part plus tard. Pour faire le lien entre ça justement et le point de juste avant avec les persos électrons libres, justement il n'y a pas de personnage principal qui est Mandalorien. Du coup en fait tu peux mettre n'importe qui. C'est vrai. Tu peux mettre ton Gar Saxon, tout est Mandalorien et mince. Darton et mince la rousse. Merde. Ah, Bo-Katan. Mais tu peux mettre Grievous en personnage principal avec Maul, tu peux très bien mettre Obi-Wan, ce serait con parce que tu perdrais les synergies. Mais tu mets un personnage là à 8 points, tu peux mettre Luminara, tu mets un peu qui tu veux en fait. En fait, ce qui est un petit peu dommage pour les Mandaloriens, c'est qu'ils ont les mots-clés Death Watch, Night Owl, Collectif de l'Ombre, c'est bien, ils ont tous ces petits mots-clés qui sont sympas, mais quand on leur demande, quand on voit les fiches des personnages qui sont concernés par ça, Gar Saxon, les super commandements mandaloriens, Maul et tout, il n'y a pas une seule fois où il y a écrit ça. À part un autre personnage mandalorien, il n'y a jamais écrit, en tout cas sur les 6 fiches que j'ai, je parle la 6ème, c'est Ahsoka, puisque c'est elle qui est dans la boîte de base présentée avec Bo-Katan et Mandalorian. Il n'y a pas un seul moment où il y a écrit Night Owl, Death Watch, Clank Rise, Collectif de l'Ombre. Donc, ok, c'est cool, on a ça. Mais ça sert à quoi? À rien. Donc, c'est pour ça que j'ose espérer que plus tard viendront des profils de personnages qui vont faire synergiser certaines actions par rapport au fait si vous trouvez à apporter ou autre, ou si une telle personne fait ceci. Parce que là, actuellement, alors que chez les droïdes, on a par exemple Doku qui dit clairement qu'une unité de soutien alliance séparatiste peut
peut se mouvoir ou effectuer une attaque si une unité principale ou secondaire est ciblée. Les Kraken, etc., qui ciblent les droïdes de combat. Mais c'est ce qui manque en fait chez les Mandaloriens, c'est que ils sont pas mauvais, mais peut-être c'est pour éviter qu'ils soient trop forts, mais en fait ça en fait qu'ils sont ils sont cool, voilà, ils sont ok tiers. C'est cool de les jouer, mais c'est pas non plus sensationnel. Aussi, pour les gens qui aiment bien le build des nouvelles teams, c'est pas attirant. C'est déjà tout fait en fait. En fait, il n'y a même pas à créer. T'es obligé de mettre Bo-Katan avec Gar Saxon et les Mandaloriens. Et en fait, t'es juste obligé de piocher 2 personnes. Oui, en fait, obligé non. Tu peux mettre que Bo-Katan avec l'autre, mais tu sais déjà que la team, ça sert à rien à moins d'être extrêmement chanceux ou alors d'être un génie du placement et du jeu. Je pense quand même que si vous arrivez avec une team Mandalorian, en effet, sur un gros tournoi, sur un tournoi fun, si vous y allez avec la prétention juste de vous amuser, de vous éclater, il n'y a pas de souci, régalez-vous. Surtout que c'est vraiment fun, c'est très bien joué. Et vous ne serez pas non plus en deçà. Mais si vraiment vous arrivez avec des top joueurs qui sont performants, qui jouent vraiment les grosses teams de la méta, je pense que ça sert à rien de se faire l'illusion de vouloir gagner. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous pouvez tout à fait performer. Attention, je suis pas une référence, j'ai rien gagné, je suis pas champion de France, j'ai pas de gros tournois à mon actif. Mais sur les parties que j'ai et l'expérience que j'ai de la FIG, je pense pas que ce soit non plus la grosse team. C'est pas la team que vous verrez gagner tous les tournois de chaque week-end. Il y a les chasseurs de primes qui peuvent prendre le mot-clé Mandalorien. C'est cool, mais à part le mot-clé Mandalorien. En dehors de Mandalorien, tous les autres, il n'y a rien qui commentera. Donc, on y revient. Bon, ok. Du coup, alors t'inquiète, je mettrai à l'écran. Il n'y a pas que nous qui le verrons, il y a aussi les gens qui le verront. Donc j'explique un petit jeu qu'on va faire. Je vais présenter 16 teams à Cédric et c'est lui qui va choisir laquelle il préfère entre les deux à chaque fois que je fais les 2 teams que je fais se confronter. Et donc on part des 8e de finale, après on fait quart de finale, demi-finale, finale et il y aura une team vainqueur de ce tournoi. Donc comme les youtubeurs on peut dire mettez en commentaire votre team préféré si vous n'étiez pas d'accord à 12 minutes 43. Personne ne fera ça. Allez, t'es prêt pour la première 8e de finale? Allez. Alors je t'affiche celle-là contre celle-là. Je leur ai donné des petits noms, je les mettrai peut-être. Alors Obi-Wan, Obi-Doku contre Pad Tress. Laquelle tu choisis qui part en quart de finale? Ouais, de tête, pour que ce soit dynamique, de tête si tu oublies les compétences. Je dirais honnêtement, même si le Kondoku, pour qu'il y ait un mort, il faut que ça combatte avec une unité de soutien alliance séparatiste. Même sans ça, il est quand même très très fort. Là, mine de rien, dans la team, il y a quand même 4 clone troopers, enfin 4 personnages de la République, Rex, les 212, les ARF. Même si on connaît le débat sur la 212e, je pense quand même que la première elle est forte parce qu'ils vont quasiment tous profiter du passif de Obi-Wan avec les soutiens et tout. Alors en dessous, je sais que Padmé et ses servantes sont très fortes, mais je suis plus fan de la première. Moi, à titre personnel, je pense que c'est celle qui performera le plus. Ça marche. Donc elle passe en quart de finale. D'accord. Moi je m'en fais le son, donc ça va être dégueulasse. Entre celle-là et celle-là. Donc je leur ai donné des noms. Inquisitano contre Anatress. On a quand même une team où il y a 8 unités sur la table, tandis que l'autre il n'y en a que 6. Mais l'autre, la première là, avec les Inquisiteurs, elle me paraît bien consistante, ça me paraît bien. Après il y a Barriss, bon j'avoue je les connais pas assez bien de tête, c'est son profil, mais je sais qu'elle n'est pas folle. Mais après, la deuxième est sympa avec Ventress qui peut combiner avec les Sœurs de la Nuit. On a Anakin, mine de rien, qui a des clones pour le soutenir. Après, on a les B2. Les B2, de toute façon, ils se suffisent un peu à eux-mêmes, honnêtement. Et les B2, avec les maîtrises en attaque, ça met des dégâts flat. C'est sympa quand même. Moi, j'aurais tendance plutôt peut-être à dire la deuxième, parce que la première, en fait, il n'y a que 6 points de force. Et il y a 5 utilisateurs de la force, donc très 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 gourmand en force. Après, et j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de force pour toutes ces Tu choisis quand même la deuxième? Ouais, parce qu'il faut savoir que eux, quand c'est un inquisiteur qui termine une unité, ils récupèrent de la force. Ouais, je sais, je sais, mais je pense que j'aurais aimé dire la première avec les inquisiteurs, mais comme ça sur le papier, là de tête, la deuxième est plus marquante, quoi. Entre Cadvius et Inkilzin. Ils sont sympas les noms quand même. Là sans hésiter, je partirais moi sur celle avec Grievous parce que celle que je maîtrise le plus, donc je connais vraiment le potentiel de Grievous.
Je connais à peu près Talzin et... Tu n'as pas fait une vidéo sur Grievous? Et si, justement, j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir pour parler de les teams associés. Mais merci. Mais j'ai la première, je vois un peu parce que les Inquisiteurs, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis en train de faire une team, bon, comme beaucoup, il n'y a rien de sensationnel, mais sur la mère Talzin. Mais la première, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Kalani qui peut faire bouger les unités, donc il y a les B2, mais n'oubliez pas que les mercenaires peuvent aussi se mouvoir en prenant le mot-clé des droïdes. On va avoir Django qui va pouvoir aller avec Cat Bane un petit peu partout, là, les deux, pour essayer de choper tous les objectifs. Et Grievous, il va pouvoir bouger à une vitesse phénoménale pour aller chercher les gros damage dealers et faire suivre des B2 ou potentiellement d'autres unités pour faire taper. T'as pas beaucoup de force, t'as que 5 de force, sauf que Cat Bane dit que toute unité dans l'équipe, elle va récupérer plus de force. Si c'est un Bounty Hunter, donc eux deux sont concernés, Django et les Bounty Hunters, surtout qu'ils pourront régénérer beaucoup. Donc t'as pas beaucoup de force, mais tu as tendance à pouvoir vite régénérer. Après, je pense pas que ce soit un match facile, mais l'avantage aussi qu'il y a entre... Parce que là, c'est vraiment cette team contre cette team, on est d'accord. Oui. L'avantage, c'est que les Inquisiteurs, ils vont profiter du fait de tuer des utilisateurs de la force. Or, dans la team de Grievous, il n'y a aucun utilisateur de la force. Donc on sait déjà qu'il y a 3 personnages qui ont des passifs inutiles. Donc pour le coup, je dirais vraiment sur le Grievous. Ok, donc le 4 views. Tac. Je mets là. Ah, les 2 prochaines teams. Dvark Mol, le jeu de mots incroyable, contre Windoku. Bonne question. Ah, je pense quand même que la team avec Vador, elle est très très gourmande en force. Hein. Ouais, je pense parce aussi. qu'Obi-Wan, il nous faut 2 de force pour empêcher l'attaque. Ouais. Vador, c'est facile de nous... Après, Mol ne consomme pas de force normalement. Si ouais, bien sûr, mais bon, on ne pas consommer de force quand t'as des damage dealers comme Doku et Windu en face, ça met cher. Surtout que en haut, il y a 8 de force, c'est pas si gourmand que ça. En plus, Doku, il peut profiter de la force en plus pour bloquer, et surtout que Kraken, techniquement, il n'y a pas vraiment besoin de dépenser le 1 de force pour comment ça s'appelle, pour faire son réseau tactique qui permet au B1 d'attaquer. Je sais pas, je suis plus fan de la team 1, surtout que ouais, après ça bouge. Hein. Dans la team Dvark Mol, du coup, Vador il consomme pas trop de force. Il consomme juste la fureur de Vador pour se déplacer et mettre de dégâts. Ouais, c'est vrai. Après, Savage Opress, moi t'as pas trop regardé la carte encore, mais il consomme pas mal de force, lui, pour le coup. Les clones, c'est 1, généralement. Ouais, je sais pas, c'est compliqué, mais... Je dirais la team 1 quand même. Ouais, je trouve que après, faut choisir. Elle est forte, la team 1 quand même, c'est intéressant. Hein. Vas-y, je la fais passer en quart de finale. La Windoku. Ensuite, on a Vandalus contre Molumina. Bon, alors... Bon, on a Grievous et les Maniagas qui combattent, on le sait, c'est très fort, extrêmement fort. On a Gar Saxon et les Mandaloriens, on va dire qu'ils vont consommer 1, 2 de force max, donc on en a 7. Bo-Katan, on va dire qu'elle en consomme 1, donc on sait que ceux qui vont consommer le plus de force, c'est Vador et Grievous. Et Grievous, il va en consommer au moins 1, des voix 3, mais... Après, s'il est blessé, ça change. La team est forte. Après, en haut, j'aime énormément le combo Mol Luminara, je trouve que c'est vraiment très fort. Même j'ai déjà mis une team Grievous, donc j'ai envie de faire passer la team Luminara et Mol parce que même si on le voit pas tant que ça, je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire. Surtout avec que Cody, il faut savoir qu'il a un passif qui fait que s'il commence son tour et qu'il y a des ennemis qui sont à côté d'un objectif à portée 5, il met automatiquement s'exposer, oui, l'exclamation. Ouais. Sachant que Mol, quand il attire, il met aussi le point d'exclamation. Donc tu auras tendance à beaucoup attaquer des personnages. Non, ouais, Sister aussi. Tu vois. Je dirais Mol Luminara, même si je pense que c'est très serré, voire peut-être plus favorable à l'autre team. Mais... Maku contre le grand Tano. Alors là. Alors t'as remarqué, c'est l'une des rares teams qui aura 8 de force, t'en as pas beaucoup quand même. Après, dans la team 1, là, avec Tano et le Grand Inquisiteur, si je me trompe pas, ils sont tous République Galactique. Non, tous ceux avec Tano, oui.
Ahsoka, Rex et les. Ah oui, non, ils sont Empire Galactique, Grand Inquisiteur. Et Obi-Wan, il est juste. Il est sans exploiter solo, voilà. Mais c'est juste un Jedi. Je sais utilisateur de la Force Jedi. Honnêtement, de toute manière, là, c'est très rare quand la Shatterpoint on la met sur Dooku. Donc, de toute façon, on sait qu'on la mettra sur Windu. Je sais pas, mais en fait, Windu est. Ça, c'est intéressant comme réflexion parce que sur la team Le Grand Anneau, on sait pas où la mettre. Tu sais pas où la mettre. L'autre, c'est plus évident. Mais Windu reste quand même trop fort. Puis, mine de rien, il y a Kraken. Avec Kraken, il y a, là en plus, il y a les B1, il y a aussi les Mania Guard. Donc, Kraken, il peut faire en sorte que ça. D'activer son réseau tactique sur beaucoup. Il faut prendre en compte, et ce que j'aime beaucoup en fait dans la team 2, c'est que Kraken ne coûte pas de force pour mettre en réserve, et les B1 on peut les mettre au fond. On saura forcément ton deck, je pense que la deuxième avec Windu Dooku est beaucoup plus. Elle est certes plus prévisible pour l'adversaire, mais même pour vous, c'est plus simple de savoir ce qu'on va. Ouais, surtout que tu as deux personnages qui vont pouvoir utiliser leurs compétences, consommer de la force pour changer les dés, donc tu réduis le facteur chance, et donc ok. Bon choix. Et dernier 8ème de finale. Lumina Bane. Pas dernier, avant-dernier. Ouais, avant-dernier, pardon. Pour accéder au dernier quart. Les dernières places pour le dernier quart. Lumina Bane contre Inquisinara. Bon, il y en a une, elle est 212ème, donc forcément désavantagée. Non, en fait, je dis ça parce qu'on va en reparler après. Vous allez voir, on va en parler de ces 212e Clone Troopers. Ici, on va essayer d'être rapide. Je vais essayer d'être rapide la première. Certes, il n'y a que 5 de force, mais en fait, la deuxième, pareil, il n'y a que 6 unités, mais il n'y a que 6 de force. Et c'est une, là, pour le coup, c'est une team qui dépense beaucoup de force pour le coup. T'as raison. Oh, après, voilà, ça permet aussi. En fait, je pense que la team avec les Inquisiteurs, je pense qu'elle est plus forte sur le papier au début, mais une fois qu'elle a épuisé sa force, je pense qu'il y a beaucoup moins à faire. Après, attention, parce que je sais que Obi-Wan, Luminara et le Grand Inquisiteur, ils ont des maîtrises de défense sensationnelles. Donc attention, parce que je dis non, mais après, la première, mais c'est pas forcément dire les gens ils seront peut-être pas d'accord, mais oui, voilà, vous avez le droit de pas être d'accord, d'ailleurs, dites. Mais aussi, il y a des gens peut-être qui vont voir ta réflexion et qui ils auraient pas pensé aussi. C'est très dur, et ne pas sous-estimer les maîtrises en défense, c'est vraiment bien sûr. Obidala contre Padmoku. Donc on retrouve 2 fois Padmé. Eh ben. À vrai dire. Tu devrais avoir les cartes sous les yeux. Je veux juste vérifier le. Je veux juste vérifier Savage Opress. Savage Opress, il a 10 de vie, il a protection, donc c'est vraiment un tank pour le coup. Quand notre unité principale, Alliance Séparatiste, ok, donc il n'y a aucune unité principale Alliance Séparatiste dans la team, donc on sait que il va jamais faire sa brute instinctive qui lui permet de rush et d'aller choper des objectifs, de pouvoir se rapprocher des ennemis. Donc déjà, Savage il perd son potentiel de j'avance comme une brute. Ouais. Et c'est surtout qu'en bas, si jamais une unité est blessée, on a quand même. Là, il n'y a pas, par exemple, comment vous dire, celui de Dooku, c'est quand une unité principale ou secondaire est blessée. Il n'y a pas une unité principale séparatiste, il n'y a pas ça. Donc, si Luminara, pas Luminara, qu'est-ce que je dis, pardon, Amidala, Aurra Singh ou Pons sont blessés, il peut faire son passif sur les Mania Guard. Donc, alors, on ne juge pas une team que sur ça. Mais là, de prime abord, je trouve qu'elle a beaucoup plus de synergie, la team avec Amidala, Dooku, que la première. Ok. Et puis, pareil, Obi-Wan, il fait profiter que Rex de son soutien. Oui, donc je trouve que c'est trop peu. L'impact n'est pas assez important. Ça s'entend. Mais tu vois, peut-être qu'il y a des gens, ils auraient pensé l'autre en premier abord, et avec ta petite analyse, ils comprennent mieux. Avant de passer au quart, est-ce que tu as remarqué quelque chose sur les teams ? J'ai fait exprès de faire un thème de team. T'as pas remarqué ou pas ? Il y a un thème, soit c'est autour du heal, c'est autour d'une mécanique à chaque fois, non ? Non, en fait, il y a aucune team qui est full synergie. Ah oui, c'est fait exprès d'avoir mêlé. Il n'y a jamais qu'une seule synergie. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Si vous voulez voir des teams full synergie, c'est vraiment aller sur les sites, aller sur les forums sur Facebook et vous verrez les teams qui performent. Hein. On voit souvent les mêmes. Hein. Oui. Donc nous, on n'est pas vraiment là pour ça. Quart de finale. T'es prêt ? Allez, feu, on va essayer d'aller un peu plus vite. Je vais essayer de vous épargner mon analyse à chaque fois. Je les ai déjà vus en plus maintenant les teams. Vas-y. Ici, Anatress contre Obidoku.
Oh bah j'irais plutôt sur celle d'Obi-Wan. La synergie des clones Obi-Doku, m'intéresse beaucoup plus. Donc, Je la trouve Obi-Doku. plus consistante. Ouais, ça s'entend. Obi-Doku qui passe en demi. De toute manière, mais si tu n'entends pas, c'est mon choix. Donc. Cadius Donc, contre Windoku. Ah, Doku c'est fort, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une énorme synergie de droïdes, de mercenaires et tout. ouais. Et la team me plaît plus là. Cat Bane Grievous, ouais, ça me plaît plus. Après, bon, je vous l'ai dit, Grievous c'est un peu mon petit chouchou. Je vais essayer quand même de rester objectif, mais. Ouais. Pourtant, mon personnage préféré, je tiens à préciser, c'est pas Doku. Enfin, Doku fait partie de mon top 3 des personnages préférés de tout l'univers Star Wars. Ouais. Et mon top 1, c'est Ahsoka. Mais Ahsoka dans ce jeu, comment dire? T'es pas convaincu. Voilà. Pour l'instant. Il y a Ahsoka. Elle est là. Elle a le mérite d'être là. Je suis un peu de jeu à dire. Ici, quart de finale, c'est celui que je redoutais parce que là, pour faire un choix, je vais avoir beaucoup de mal. Parce que j'adore la synergie Maul T'as bien aimé les deux, ouais. J'adore cette synergie. Je la trouve folle. Je trouve qu'en plus Obi-Wan est fou dans cette team. Et en plus, Ouais, je sais pas, il y a un truc qui m'attire dans cette team. Mais après, il faut rester objectif en se disant, en face, il y a quand même Windu Doku qui est extrêmement fort pour le coup. Et les Maniagards, ils peuvent suivre à une vitesse phénoménale les personnages. Enfin, les personnages. Surtout Doku, on va pas se mentir. Compliqué. J'adore Maul Luminara. J'aimerais dire Maul Luminara, mais je crois que. Peut-être je me trompe, mais je crois que Windu Doku est beaucoup. Ouais. Il a un impact qui est beaucoup plus important. Choisis Windu Doku. Je crois. Allez. Sans grande conviction. Ouais, J'aurais aimé dire Maul Luminara. Voilà. Lumina Bane contre Padmoku pour la place en demi-finale. Je crois que. T'aimes pas Lumina, hein, tu peux le dire. Si, j'aime Luminara en plus. Mais je crois quand même que là, je crois que Doku, sur le papier, Doku Amidala, et il a un petit avantage. Ok. Je dis pas un gros avantage parce qu'en fait, il faudrait voir dans la pratique. Et en plus, je tiens à préciser d'ailleurs pour les gens qui testent des teams ou qui jugent sur une vidéo de « Oh, ce personnage est fort, ce personnage est nul ». On peut pas juger une team sur une partie. Pour faire une partie, nous, des fois, il y a des parties, on en a fait une dizaine, et malgré une dizaine de parties, moi, je suis toujours entre B1 Maniagard, B1 B2, B2 Maniagard. On peut pas juger sur une partie, c'est impossible. Comme quand vous créez un jeu de société, je sais pas si certains ici aiment ça, moi pour le coup je suis en plein dedans, donc c'est vrai que j'y pense facilement, mais on peut pas juger si un jeu est bon. Déjà, il faut le faire tester par des gens avec qui vous n'avez pas l'habitude de jouer. Parce que du coup, Florent, quand on teste des teams, moi je sais comment il va jouer. Il faut jouer face à des personnes imprévisibles, même si on reste assez imprévisible. Mais pareil, dans un jeu, on peut pas créer un jeu en faisant 10 tests. C'est des centaines. Alors là, des centaines de parties, c'est facile à dire, mais compliqué. Du coup, les demi. Ouais, ok, demi. Donc, Obi-Doku contre Cadius. Là, ça commence à avoir des teams qui ont de la gueule, en vrai. Je pourrais les jouer vraiment, tu vois, je les ai créés comme ça en pensant. Ah oui, là, je pourrais vraiment jouer les deux. La team 1, c'est pas forcément celle-là à laquelle j'ai pensé avec exactitude, mais on est à une unité près, une unité que je pensais faire. Ouais. Tu dirais Cadius? Je dirais Cadius parce que c'est la team que je connais le plus, donc je connais le potentiel de cette team. Okay. Parce que comme j'ai dit, à part une unité, c'est une team que j'ai déjà joué, à part le Cat Bane. Mais le Obi-Wan et Doku, on peut pas lui retirer le fait que c'est une unité qui est folle. Ah oui, c'est une team là. Ça pourrait être une team créée. C'est sympa. Ça pourrait être une team créée, ouais, totalement. Mais Cadius, ouais. Ça part en finale. Je le connais plus. Cadius, ça part en finale. Allez. Maku contre Padmoku. En fait, il n'y a que des demi-finales, il y a quand même beaucoup trop de Doku. Partout. Mais Doku est une bonne unité, hein. Attention, les gens ont tendance à dire il est lent, etc. C'est parce que souvent il est dans des teams, par exemple, vous faites Doku Grievous, où on va faire la Shatterpoint sur Grievous. Donc c'est sûr, un Grievous qui se déplace avec sa capacité déplacement plus la capacité, donc sur 2 activations, il se déplace 4 fois, parce qu'on fait souvent la Shatterpoint dessus, c'est souvent le Doku est lent. Mais Doku reste une unité très forte et qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que Doku sur un objectif,
ça reste sur l'objectif en général. Lui, c'est quoi? C'est une maîtrise en attaque, c'est 2 crits. Oui, c'est extrêmement tu, fort. tu fais un lancer de merde, d'un coup ça se transforme en très bon lancer. Une maîtrise en attaque au corps à corps, c'est 2 critiques. Oui, et voilà, à distance, c'est critique flat ou touche flat. Bon. Mais par contre, en défense, il a des solides. Il a des comment ça s'appelle? Des maîtrises solides. Parce qu'en défense, sur une de ses formes, c'est un blocage et un critique qui est en fail. Hein. Oui. Donc attention. Et mine de rien, en défense, quand il vous reste un peu de force, c'est costaud hein, de pouvoir permettre des touches en échec et après d'activer son truc qui dit qu'on peut attaquer s'il n'y avait pas de touche. C'est pépite. Hein. Je choisirais laquelle. Donc, j'avais bien aimé Maku, si je dis pas de je crois que Mace Doku est plus fort. Mace Doku. Je pense. Allez, après, on part sur ça. Bon, après, je peux me tromper. comme dit, c'est en surface. On pourrait en parler pendant 2 heures quand on n'aurait pas fini. Tu sais, Finale, je t'ai pas dit. Mais celle que tu fais gagner, tu t'engages à la jouer. Une fois. Au moins une fois, tu l'honoreras. Bah, dans tous les cas, il faudra me prêter parce que j'ai pas encore pris la boîte de Mace Windu. de 4 bannés. Si tu veux. Si jamais tu choisis Mace Windu, je te prendrai le mien. Bah là, je t'engage à le faire. Oui, peu ou prou ça, mais oui, c'est possible sur une partie que j'abandonnerai tout mais non, j'aurais pas. Non, je préfère la team. Bah du coup, celle qui m'intéresse le plus, c'est quand même Cad Grievous, mais même s'il faut que j'apprenne à jouer sans Grievous. Ok. Parce que je crois que différemment. C'est beaucoup trop. Ouais, mais c'est Grievous autrement. Parce que toi, tu l'as vraiment dans un registre à chaque fois de full séparatiste. Oui, là, moi c'est un mélange entre Bounty Hunter c'est un full séparatiste pivot parce que c'est le pivot de mon armée, c'est Grievous à chaque fois. Là, il lui manque juste ces petits maniagards pour suivre. Félicitations à la team Cadvius qui est vainqueur de ce tournoi. Oui, tournoi totalement subjectif, aucune objectivité. Bon, du coup, c'est un petit jeu. Je prépare un deuxième jeu, tu dois pas regarder, tu dois juste répondre. Alors c'est Interville en fait. Il y a des jeux partout. Alors c'est le jeu le moins fun au monde, j'ai appelé ça un jeu, tu vois, c'est pas du tout marrant. Du coup ils appellent le jeu pas du tout marrant. Ça s'appelle le jeu pas du tout marrant. Super. C'est le jeu d'accord ou pas d'accord. On va appeler à ce mot. Niveau de fun, tu trouves ça à combien? 1 sur 10. Allez. Donc, je te déclare des phrases déclaratives. Super. Tu me dis juste si t'es d'accord ou pas d'accord, sans argument. Ah super. C'est bon? C'est version séparatiste contre République Galactique. Donc quand je vais te parler de tout, c'est à chaque fois que ce séparatiste contre République Galactique. C'est bon, t'as compris? Ok. Les unités secondaires sont équilibrées entre celles des séparatistes et des Républiques Galactiques. Est-ce que t'es d'accord ou pas d'accord? Les unités secondaires. Non, pas d'accord. Pas d'accord, ok. Sans justification. T'as vu? Pas mal. La République Galactique est plus mobile que l'Alliance séparatiste. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de justification. Pas d'accord. Pas d'accord, ok. La République Galactique, défensivement, a un champ des possibles bien supérieur à celui des séparatistes. Défensivement. D'accord. D'accord, ok. Parmi les persos qui coûtent 7, Anakin est plus fort que Dooku. Sans te justifier. Anakin est plus fort que Dooku. Anakin est plus fort que Dooku. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Pas d'accord. Pas d'accord, ok. Le perso qui coûte 8, Grievous est plus fort qu'Obi-Wan. Alors je parle du perso, mais je parle aussi de ses pouvoirs qui vont avec. Hein. Ah oui, c'est le perso, mais tout ce qui va avec, tout le package. J'allais dire le perso en lui-même. Le perso en lui-même, voilà, mais le tout. Pas forcément d'accord. Ok. Perso qui coûte 8 encore, Luminara est plus forte que Ventress. Pas d'accord. Pas d'accord, ok. Non mais ouais. Les clones de la 212e méritent un buff. Oui. D'accord. C'est d'accord. D'accord. Du coup, voilà, c'est le prochain thème qu'on aborde. Et les autres, on revient pas dessus là. On revient pas dessus. Voilà, c'est bon. Même pas rapidement. Ah, même pas rapidement. Même pas en parler. Mais parce que pour eux, ça va être intéressant. Peut-être en commentaire, tu vois. Il y aura peut-être des gens qui vont débattre. Non, mais on enchaîne. Non, comme ça. Le but, c'est vraiment, je t'ai dit d'accord, pas d'accord, sans justif. Ouais, ok. Peut-être qu'on fera évoluer le truc la prochaine fois. C'est bon? Ouais, il y a 2-3 points sur lesquels j'aurais aimé revenir. C'est pas grave, de toute façon, c'est tranché. Okay. C'est comme si tu parlais à la télé, on te coupe au montage et on te fait dire. Oui. Comme un reportage de TF1. Ça dénonce ici. Ouais. Les clones de la 212e. Donc, je précise que si TF1 m'entend, je veux pas de procès.
TF1, je pense qu'ils regardent toutes les vidéos. Voilà, Ils sont toutes abonnés. nos vidéos. On a vu, ils sont abonnés. Ils donc, regardent toutes nos vidéos. Donc pour faire un petit topo, les Américains ont fait un post coup de gueule sur Facebook sur tout ça, pour dire que les clones de la Par rapport à 212e... Netflix ou rien à voir. Les clones de la 212e, ils coûtent 4 points, sauf que les ARF qui sont sortis avec la squad de Mace Windu, ils sont quasiment, après je dis quasiment parce qu'il y a quand même des petits points de différence, ils sont quasiment équivalents. Sauf qu'il y en a un qui coûte 4 points en team, l'autre il en coûte 3. Donc c'est ça le coup de gueule. C'est pour ça qu'on dit est-ce que le 212e il mérite un buff? Par rapport à quoi il mériterait un buff? Bon, l'avantage des clones de la 212e, de mon avis, qui jouent beaucoup la République Galactique, leur tir coordonné qui permet quand même de ralentir une armée sur la mobilité, ça c'est quand même très fort. Ça faut pas le sous-estimer. Tandis que les autres ils ont tir coordonné avec exposé, c'est fort pour infliger des dégâts, mais du point de vue stratégique c'est moins fort pour ralentir. Je dis juste ça comme ça, pour exposer l'effet. Puis, les clones de la 212e, ils ont des maîtrises en attaque qui vont infliger des dégâts flat. Donc si on veut infliger des dégâts purs et durs, souvent ça s'y prête mieux. Voilà, c'est juste comme ça. Après, est-ce que ça mérite un point en plus dans une composition d'équipe? Bah ça c'est le débat qui est ouvert. Qu'est-ce que t'en penses toi? Une fois que t'as les cartes sous les yeux, vas-y cherche. Je cherchais juste la dernière carte, parce que je ne les ai absolument pas préparées. C'est pas On est grave. super bien reçus ici, comme toujours. Non, je disais, donc blague à part. Blague à part, quand on prend les deux fiches, on voit que les deux personnages, ils ont 7 points. On voit que les arcs, ils ont l'avantage d'avoir... 7 points de vie, pardon. Ils ont 7 points, 14, mais voilà, 7 points de vie. Après, il y a les 2 d'endurance, bref. Vous m'avez compris. On a les soldats clones, ils ont ARF, ils ont 4 capacités. Donc ils ont tous les deux la manette défensive. Comme l'a dit Florent sur les tirs coordonnés, il y en a les ARF, ils ont plutôt l'exposé, tandis que les autres, ils ont la flèche barrée, là, l'entravé. Je crois que c'est ça. Ils ont tous les deux frères d'armes, ce qui est sympa, donc inébranlables tant qu'ils ont un couvert. À ceci près que les ARF sont un peu plus résistants dans le sens où tant qu'ils lancent des dés de défense sur une attaque à distance, ils peuvent lancer, ils ajoutent ils ont une maîtrise automatique s'ils ont au lancer. Ouais. On précise que cette maîtrise automatique, donc de fait, elle ajoute un blocage d'office aux ARF. À noter que du coup, si ils ajoutent une maîtrise et que dans leur lancer sur les 4 dés, puisqu'ils ont 4 dés précisément à distance, ben, s'ils font 2 maîtrises, ils passent à 3. Et donc là, il y a 2 blocages. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est beaucoup plus résistant. Après, en attaque, ben, pour 5 touches, ils font 1, 2, 3, ils font 5 dégâts. Tandis que sur un dégât pur, les clones de la 212e, sur eux, par contre, pour 6 touches... C'est Cody, ça. Ils vont, pardon, oui, c'est Cody. Désolé, la fatigue. Tandis que les clones de la 212e, eux, je crois, il me semble qu'ils ont un plus gros potentiel de dégâts, puisque leur dernière arme, c'est 4. Hein. C'est 4, c'est très puissant même. Donc, par contre, sur les armes, il faut faire 4 touches pour atteindre ce fameux potentiel de 5 dégâts. Et c'est 4 aussi pour les 212e. Mais ils jettent un des deux moins. Et ils sont également moins résistants, moins forts au corps à corps, puisqu'ils lancent que 4 dés d'attaque contre 5 pour les ARF. Et ils sont moins résistants. Voilà, après ils mettent un dégât flat, c'est sûr, en attaque, et à 2 maîtrises, là où les ARF Troopers à 2 maîtrises restent sur une touche, eux, les clones sont de la 212e, sont sur un crit et un dégât flat. Donc ils ont un plus gros potentiel de dégâts, certes, puisque en fait après dans l'arbre ils font les mêmes choses, c'est entravé pour le premier arbre pour les deux avec un dégât, le deuxième c'est on repousse plus un dégât, le troisième c'est le comment ça s'appelle. Du coup, vous le voyez, c'est l'exposé, il fait un dégât, les arcs font un dégât en plus. Et voilà, ils ont un plus gros potentiel d'attaque, mais à la fois ils lancent moins de dés en attaque, mais bon, ça s'explique parce qu'au bout de 2 maîtrises, ils font le crit. Oui, en effet, ils ont l'air moins forts. Juste, je pense que ça aurait pas été déconnant, sans changer tout ça, juste leur rajouter un point de vie. Pas forcément protection ou autre, mais qu'ils soient à 8 points de vie. Donc tu regardais le quoi 4 en composition d'équipe parce que quand même stratégiquement en fait, ça reste quand même. Je garderais tout, je mettrais juste 8 points de vie. Et je pense que même avec 8 points de vie, les ARF seraient peut-être même plus joués qu'eux, mais juste de manière soit un peu plus équilibrée parce que mine de rien, ça créerait le débat, avec les ARF, si vous jouez le Obi-Wan, ben, ils ont toujours le couvert, ils ont toujours un blocage d'office. Ah oui, c'est ça. Juste pour les clones qui n'ont pas ça, du coup, je pense que j'aurais mis un petit point de vie en plus. Pas forcément un dé d'attaque en plus ou un dé de défense en plus. En fait, c'est ça, ils coûtent moins cher, ils sont plus résistants. Mais voilà, c'est ça. Mais le 212e, un petit point de vie en plus, ça m'aurait pas paru déconnant. Mais bon, après, on pinaille pour un point de vie, mais moi je trouve que c'est pas déconnant ce petit point de vie.
Ok, dernier point à aborder sur ce podcast, le dernier point qu'on a prévu du moins, c'est la grande problématique, le grand questionnement. Là, on a combien de temps là déjà? Je sais pas. Donc savoir qu'on va pas faire une vidéo qui est trop longue. Je pense qu'on est pas mal là, on est déjà à 46 minutes. Ok, ah ouais, on va éviter de dépasser l'heure. Ouais. On essaie de plier ça en moins de 15 minutes. Oui. Donc quand vous laissez un personnage, après je pense que voilà, c'est... Ah oui, gros débat en plus, donc... Ouais, bon, pourquoi on pense à ça? Parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, là notamment en tournoi, d'être sûr de perdre la première lutte. Je savais qu'il n'y avait pas de possibilité, mon adversaire était dans une situation où c'était sûr qu'il allait gagner. Je pouvais blesser un personnage, mais je me suis dit non, je vais le laisser à 1 point de vie. Je savais qu'il avait aucun moyen de se soigner, de renverser la tendance sur son nombre de points de vie. Donc je l'ai laissé à 1 point de vie, que je puisse le finir quand je voulais, pour la manche suivante, pour la lutte suivante, pardon. Donc en fait, voilà, il y a des situations où je pouvais le finir si j'avais envie, mais j'ai décidé dans mon arbre d'attaque de dire non, j'arrête à cet endroit-là pour pas mettre un dégât en plus, pour le finir plus tard, pour avoir un cube noir en plus déjà pour la prochaine lutte. Et puis le temps qu'il ne réactivera pas, il ne contestera pas d'objectif et donc il y aura de l'accès à l'objectif qui sera libre, tout ça, enfin, tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est la problématique. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est vrai que mine de rien, quand vous savez que vous allez gagner ou perdre une lutte, ça sert à rien en fait de mettre KO. Enfin en tout cas, si en l'état, au moment où vous avez juste à passer ou alors vous savez que malgré ce que vous pouvez faire, à moins de faire un jet de dés de fou, mais bon, bref, même en faisant le meilleur jet, vous savez que vous ne pouvez pas tuer le personnage qui tient un objectif et le reprendre ou autre, ou même que vous allez le perdre que vous allez le perdre quoi qu'il arrive au prix de vraiment se mettre dans une position très peu confortable. Par exemple, vous pouvez reprendre le truc, ne pas perdre la lutte, mais ça veut dire que vous mettez un personnage principal seul au milieu de toute une team, ça sert peut-être à rien. C'est contraignant après. Voilà, et si vous êtes sûr de gagner ou de perdre la lutte, ne tuez pas l'unité. Je pense que ça ne sert à rien parce que ce cube noir, il va être déterminant pour la lutte à venir, sachant que techniquement, si vous perdez la lutte, vous serez le premier à jouer, donc vous pourrez mettre ce personnage KO dès le début de la lutte suivante, en fonction de votre tirage bien entendu, mais... après tout ça c'est situationnel, on dit pas... Puisqu'une lutte se termine, l'adversaire va la gagner à son tour, donc forcément à la fin de son tour, donc vous pourrez réagir juste après. Et en plus, vous aurez choisi les nouveaux objectifs actifs, donc vous pouvez très bien en prendre un là où il y a son unité qui est amochée et la finir sur cet objectif. Quand vous gagnez la lutte, gardez le personnage blessé pour potentiellement plus tard, parce qu'en plus, ce qui peut être intéressant, c'est que, mettons que le personnage n'a pas encore été activé, vous le laissez en vie, il s'active, et derrière, vous pouvez l'allumer, l'allumer tranquille, que si vous l'allumez. Quoique après, il y a aussi le côté de s'il n'est pas quoique ça me fait mentir parce que si vous êtes sûr qu'il n'a pas été activé, que c'est par exemple le prochain qui va s'activer parce que c'est la seule carte qui reste, pourquoi pas le finir? En fait, c'est le seul cas où je pense qu'il y a 2 cas où ça peut être utile de finir un perso. 3 cas. C'est si le finir vous offre la lutte. Oui, clairement. Faut le finir. Forcément, là, je vous apprends rien, c'est le but du jeu. Le deuxième. Le deuxième cas, c'est... Il y en a, ils vont dire, j'ai vu une vidéo, faut pas finir. Ils gagnent pas, ils perdent le tournoi. Ah non, j'ai vu la vidéo. C'est la vidéo. Mais la vidéo mensongère, quoi. Le deuxième comment gagner un tournoi en 3 étapes. Comment faire gagner un tournoi à votre adversaire en 3 étapes. Ce serait le bon titre de la vidéo. Sponsorisé par TF1. Comment... et par Netflix. Et quel autre moment ne pas finir un personnage? Déjà, si vous savez que dans la team adverse, il y a beaucoup de heal. S'il y a une Mertalzine, ça heal, on se heal de 1 point de vie. Si on fait des dégâts, c'est pas assez sensationnel. Mais s'il y a une Luminara en face, qui enlève... c'est tout, non? Elle soigne la totalité. Si elle soigne la totalité du truc, finissez la figurine. Parce que ça vous offrira certes le point lutte dans le vent, le point attrition dans le vent. C'est attrition le mot, je crois, le pion noir dans le vent. Mais au moins, votre l'unité sera beaucoup plus proche de la mort définitive. Parce que la Luminara, si elle peut heal, mettons, 9 points de vie ou 8, et 9 points de vie ou 8 sur certains personnages, c'est une activation, mais des fois, 9 points de vie ou 8, vous les faites en 4 ou 5 attaques. Donc, des fois, nous, avec Florent, on a un certain adage, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Quand vous avez un personnage que vous pouvez finir, et même s'il y a 1 point de vie dessus,
finissez-le. Vous aurez cet avantage que plutôt que d'aller se disperser sur une autre figurine et risquer de faire que 2 ou 3 dégâts qui ne changeront rien, finissez la figurine. Autre cas où même si vous êtes sûr de gagner ou perdre la lutte, où ça peut être intéressant, du coup le dernier cas où ça peut être intéressant de finir une figurine quand même, c'est mettons que la Shatter Point est passée et les autres personnages sont passés. Vous êtes sûr que la prochaine figurine qui va s'activer, ou les 2 prochaines, parce que vous voyez que dans le paquet il en reste que 2, vous êtes sûr que c'est cette figurine. HV-là. Parce que du coup l'adversaire, s'il ne reste que ça, il ne pourra pas mettre en réserve. Il va devoir activer cette figurine. Certes, il va peut-être faire des dégâts, avoir un impact. Ça veut dire que derrière la figurine, vous pouvez la retataner. Et du coup, vous pouvez la remettre KO très vite. Surtout des unités fragiles. Surtout des unités fragiles. Mais attention, parce que, par exemple, dans le cas des B1, nous on le voit, puisque c'est une unité que je joue beaucoup, dans le cas des B1, quand ils sont KO, il y a quand même leur capacité qui s'active. Le fait de mettre la goutte, si jamais il y a une attaque qui sont à portée 4, ou l'exposer. Donc des fois, ou Kalani, ou Salani. Donc des fois, ça peut être intéressant de laisser en vie pour garder ce pion noir et pour prendre un avantage, surtout quand vous perdez la lutte, parce que quand vous perdez la lutte, vous savez que pour mettre KO très vite l'unité, en plus vous allez choisir les objectifs et vous prenez un pion de lutte instantanément, donc ça peut être intéressant. Mais il y a quand même des moments où, attention, même si on est sûr de perdre ou gagner, il vaut peut-être mieux prendre le kill sur une telle unité pour profiter du deuxième kill. Alors attention, sur une unité où il y a 3 pions d'endurance, comme souvent les unités principales, il n'y a que, je crois, les autres unités n'ont pas 3 pions d'endurance, peut-être, c'est peut-être pas un gravissime de ne pas le faire. Mais sur des unités qui n'ont que 2 pions d'endurance, faites ce petit truc, enfin je pense qu'il faut faire ce petit truc de la kill si on sait qu'elle va bientôt s'activer. Parce que 2 pions d'endurance, ça veut dire que vous la killez, peut-être si elle s'active juste après ou 2 tours après, dans 3 activations de vous en moyenne, vous pouvez la down. Donc l'unité, elle peut être condamnée. Donc ouais, après c'est particulier, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un timing à respecter pour mettre KO. Il y a une certaine connaissance du jeu aussi. Il y a des unités qui vont avoir un certain coup en force. Quand elles vont être blessées, elles vont avoir plus 1 à tout. Et il y a des unités qui ont un coup en force qui est le même, qu'elle soit blessée ou non, et là on s'en fiche. Il faut prendre en compte, en effet, je n'ai pas précisé, mais il faut prendre en compte les capacités qui vont augmenter au coup en force. Vous ne ferez pas les réactions, les mêmes choses, les réactions, vous n'aurez pas la même manière de jouer, parce qu'il y a des unités qui deviennent très vite quand même relativement gourmandes en force. Exactement. Et comment ça s'appelle ? Et il y a aussi des unités comme par exemple les Mania Guard. Des fois, ça peut être intéressant de blesser une unité pour qu'elle perde son passif. Par exemple, Mania Guard, quand on est engagé au corps à corps avec d'autres unités et les Mania Guard, on est obligé d'attaquer les Mania Guard. Donc, des fois, c'est intéressant de les blesser pour qu'on ait plus cette contrainte et de pouvoir attaquer qui ont. Les servantes de Naboo. Surtout quand on va pas se mentir, les Mania Guard vont très souvent venir au corps à corps de vos unités pour vous bloquer, pour faire profiter de votre unité corps à corps, en l'occurrence Grievous du couvert. Donc, c'est. Toi, t'es Grievous, tu manges Grievous. Je parle de Grievous parce que c'est celle que je connais le plus. Mais... Après, t'as parlé de l'ordre des cartes, tout ça, donc très bien, j'avais te poser la question sinon. Sinon, par rapport aux états, si une unité a beaucoup d'états ou elle en a pas beaucoup, tu aurais tendance à plus la finir ou justement lui laisser des états pour qu'elle les subisse. Parce que, par exemple, une unité qui lui reste plus que 3 points de vie, et elle a la goutte contrainte, l'état contrainte, la goutte. Tu vas la laisser en vie forcément parce qu'il va être obligé de se soigner, donc il aura qu'une action en moins, à moins qu'il veuille se suicider, et donc il passe son tour. Voilà, il y a plein de situations comme ça, une unité qui a la flèche barrée, donc tu sais qu'elle va pas se déplacer. Si tu la finis, elle va pouvoir revenir en jeu, mais en enlevant cet état, donc elle pourra se déplacer. Donc il y a plein de situations comme ça où les états ils vont te faire changer d'avis. Non, ça attend une réponse. Non, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que tu peux aussi profiter de l'état pour en mettre un deuxième et faire un dégât brut pour finir. Oui, oui. Ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire avec la flèche, par exemple, une unité, elle est loin d'un objectif. Si tu la laisses en vie, elle pourra pas se déplacer. Alors que si tu la finis et qu'il l'active, il aura plus l'état. Donc il pourra se déplacer. Oui, c'est possible. Là, et après, c'est trop situationnel. Oui, après, voilà. Ça de manière générale. De manière générale, c'est situationnel. Bon, voilà, j'ai plus de points. J'ai fait l'intro, j'ai fait l'outro. C'est 100%. À toi de terminer la vidéo. C'est ciao. C'est ciao. Alors moi, je fais mon traditionnel bon jeu. Vas-y. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et du coup, je vous souhaite bon jeu.